Je suis heureux d'avoir participé à l'organisation de ce colloque avec Antoine Arjakovski, qui l'a porté avec beaucoup d'efficacité depuis l'origine, et d'être entouré par le père Antoine Guggenheim, qui est le directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins, Pierre Morel, ambassadeur de France en de nombreuses contrées, et responsable de l'Observatoire Pharos, et puis John Milbank, qui va ouvrir notre soirée, qui comprend parfaitement le français, mais qui nous parlera en anglais. Et vous avez des casques de traduction si vous en avez besoin. Voilà, mon rôle sera non seulement de répartir la parole, mais aussi de freiner la parole, parce qu'avec la traduction, plus on parle lentement, plus tout le monde est heureux. Je comprends. C'est formidable. Donc, vous êtes né à Londres en 1952. Vous êtes théologien chrétien anglican. Vous êtes actuellement professeur de religion, politique et éthique à l'université de Nottingham, après avoir enseigné à l'université de Virginie et à Cambridge. Vous êtes souvent décrit comme un théologien métaphysique, en ce sens que vous travaillez à l'élaboration d'une ontologie chrétienne trinitaire. Vous vous fondez principalement sur certains aspects de la pensée platonicienne, mais aussi sur l'œuvre de saint Augustin. Et avec Graham Ward et Catherine Pickstock, vous avez contribué à lancer un mouvement théologique nouveau, connu sous le nom de Radical Orthodoxie, un courant qui regroupe des catholiques, des anglicans et des orthodoxes dans une critique radicale de la modernité. Nous sommes très honorés de votre présence et très heureux et impatients de vous entendre. Merci beaucoup. Moi, je suis honoré pour être présent avec vous cette soirée et je m'excuse pour parler en anglais. First of all, Antoine Arjakovski asked me to say Tout d'abord, a little bit Antoine about Arjakovski the m'a work demandé of de Res parler un Publica, peu du travail which de is Res a Publica, think tank in London, qui est un think tank of à which Londres, I am the chairman. et dont je suis le président. Res Publica in origins, Res Publica, has quite a lot to do with au départ, radical orthodoxy, in that, its a beaucoup director, à voir avec Philip l'orthodoxie Bland, radicale. a theologian, and he was Son directeur, originally, Philip Bland, my pupil. était mon élève au départ. And equally, I am a friend Je suis of, également ami um, avec a member quelqu'un of the House of de la Lords, Chambre des Lord Lords, Maurice who was Glassman, created a peer of the realm to his enormous surprise a few years ago because qui a été très he lives surpris above a depuis small plusieurs années newsagent's parce qu'il habite shop au-dessus d'un somewhere in the kiosque à East End of journaux. London. It was with amazement that he suddenly found that he was a lord. Et il a He été said, très "Maybe surpris as my quand wife il is a now a lady." appris qu'il Now, était lord. Il Philip était Bland content is parce que sa associated, femme était maintenant une with lady. a movement called after Philip the Bland Canadian est bourgeois associé au Red mouvement Toryism. appelé par le And Canadien Maurice George Glassman Grant is associated les with a Tories movement called rouges. Blue Laborism. Et Maurice And of Glassman course, est associé au this is mouvement deliberately des travaillistes paradoxical. bleus. The colour of the Et cela est Conservative délibérément Party in paradoxal, Britain, like puisque la America, couleur is des blue, conservateurs and en the colour of the Grande-Bretagne Labour Party, est le bleu, because it's et a la socialist couleur du party, Parti is, of travailliste course, est bien red. entendu le rouge. So, Alors comment ce how come paradoxe these dans ces noms paradoxical, de partis peut-il titles, how does exister? that come into being? One of the reasons seems to be that I think in parallel with France, many L'une des Christians raisons peut-être also réside dans le fait que si on fait le parallèle avec la France, beaucoup de personnes à Londres commencent à réaliser que même s'ils sont originaires de différents partis, ils ont des valeurs communes, semblables. Je pense que quelqu'un pourrait résumer ça en disant qu'ils étaient critiques du libéralisme, pas totalement critiques, mais en tout cas en pensant que les traditions libérales pouvaient poser certains problèmes. Et ce courant de pensée s'appelle le post-libéralisme. Et Res Publica défend ces valeurs-là. En ce qui me concerne, je suis plus proche des travaillistes bleus que des Tories rouges, mais cela est bien entendu une parenthèse.
Je pense que le point central de la critique du libéralisme est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes dominés par un libéralisme de la droite en matière économique, les forces du marché, etc., et en même temps par un libéralisme de gauche dans les affaires culturelles, en matière de sexualité, dans la vie de famille et dans la vie privée. Si on regarde plus particulièrement les écrits du professeur de philosophie français Jean-Claude Michéa, vraiment très intéressant, je crois que le libéralisme de gauche et de droite sont en fait les deux faces d'une même photo. Donc certaines de nos batailles politiques aujourd'hui sont une sorte de faux théâtre divertissant où le public réalise qu'en fait ces deux facettes sont les mêmes. Elles défendent les choix individuels, l'individu, contrairement aux aspects économiques, culturels. En Grande-Bretagne, c'est un gouvernement conservateur qui a légitimé le mariage homosexuel. Et ce qui a impliqué une redéfinition du mariage. Donc finalement, David Cameron a plutôt admis que les libéraux économiques sont aussi libéraux sur le plan culturel. Donc, de quelle manière Respublica et ses sympathisants veulent contester cette hégémonie du libéralisme? Je crois que vous pourriez dire que le libéralisme ou le libéralisme excessif se caractérise par les règles du marché, avec des forces de la bureaucratie et des contrats impersonnels. Dans tous les cas, les relations personnelles sont dévaluées, les individus sont isolés, pris un à un, face au marché, face à l'État. Et nous avons une érosion incessante des institutions intermédiaires avec toutes sortes d'associations bénévoles, familiales, tout ce qui constitue la société civile. quand il est arrivé au pouvoir, dans un premier temps, David Cameron a cherché à se dissocier de cette dame qui est morte récemment, Margaret Thatcher, et qui disait que la société n'existe pas. Cameron a dit au contraire, il y a une société, mais elle n'est justement pas similaire, identifiable comme l'État. Il a développé une politique qui a été développée sous le nom de grande société. Cette politique a été menée à terme, dans une certaine mesure, dans le système de santé publique qui autorise ses employés à être propriétaires et à gérer des morceaux du système de santé. Il ne s'agit pas de capitaliser, de privatiser ce système, mais de mutualiser. Également, d'un point de vue local, certaines fonctions du gouvernement, les citoyens ont pu faire des initiatives. Malheureusement, personne n'a jamais vraiment compris très bien la grande société, notamment le parti de David Cameron.
Lors des funérailles excessives de Margaret Thatcher, avec la présence de l'armée, de la monarchie et contre sa volonté, c'était une façon pour David Cameron de dire, et il l'a dit d'une manière claire, nous sommes tous thatchériens. Et en même temps, le Parti travailliste, sous l'égide de John Cruddas, catholique pratiquant, originaire d'Irlande, très admirateur de la doctrine sociale de l'Église, notamment de Zamani et Bruni en Italie, le Parti travailliste a repris cette idée de grande société, mais en insistant sur le fait que la mutualisation se fasse aussi dans la sphère économique. De toute évidence, le Parti travailliste ne pouvait pas se décrire bleu à la place du rouge sans créer une grande confusion dans l'opinion publique. Mais le leader Ed Miliband a annoncé que le Parti travailliste était le parti d'une seule nation. Au niveau de l'histoire de la Grande-Bretagne, c'était un vol de ce qu'avaient dit les Tories. Cela venait directement de Benjamin Disraeli, Premier ministre. Ed Miliband soutenait un paradoxe qui avait quelque chose à voir avec l'orthodoxie radicale, même si beaucoup de penseurs ont développé ce courant. Mais cela a créé quelque chose d'hybride. Dès lors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie quelque chose que les catholiques définiraient comme une troisième voie. La subsidiarité, la gestion mutuelle des choses, la poursuite du bien commun. Mais au-delà de tout ça, et peut-être la chose la plus intéressante, cela signifie le mariage des idées socialistes, travaillistes, avec des idées selon lesquelles les personnes qui ont suffisamment de chance et qui sont au pouvoir pourraient chercher le bien commun. Il faut développer ce sens du paternalisme. Cela peut paraître un gros mot, mais si les personnes au pouvoir n'ont pas cette aptitude paternelle, ils sont juste de purs salauds, pour le dire de manière simple et claire. Si nous n'avons pas une élite d'honneur et de vertu qui aurait un désir d'éduquer, d'être attentif aux gens, alors nous avons juste une élite qui poursuit son propre intérêt, une élite monétaire. Ceci doit être lié à notre attitude en tant que chrétiens envers la démocratie et envers les droits. Vous pourriez dire, bien que la démocratie et les droits sont quelque chose de positif, ce ne sont pas les seules choses positives. En tant que chrétiens, nous devons être attentifs, car dans le cadre de la démocratie, nous avons la notion de souveraineté absolue. Le monopole de la violence et du pouvoir est au centre. Ceci est censé être légitimé car le pouvoir est censé représenter le peuple.
Et de l'autre côté, nous sommes supposés défendre les individus du point de vue de leurs droits. Tout ça a tendance à créer une division. D'un côté, la collectivité, de l'autre, les individus séparés. On ignore l'idée de relation à l'individu, on ignore la notion de droit collectif, on ignore l'idée que l'individu est une personne unique. Si nous devons valoriser l'individu en tant qu'être unique, comme ce que nous enseigne l'Église catholique, eh bien nous devons appréhender cette personne d'une manière concrète, avec les relations qui vont avec. Donc derrière l'idée d'une seule nation, il faut apprécier la démocratie dans plusieurs dimensions. D'un côté, en suivant le principe de subsidiarité, il faut plus de démocratie directe participative. Ça ne suffit pas de voter simplement pour les individus. Il faut s'impliquer en ce qui les concerne. D'un autre côté, c'est l'approche radicale du christianisme social. Je pense qu'il faut aussi un élément plus conservateur. Ce n'est pas assez de dire que les représentants des citoyens sont légitimes parce qu'ils ont été élus, mais aussi ils doivent être guidés par un sens objectif de la vérité. Le problème, c'est que dans le type de représentation qu'on a en ce moment, on pense que les personnes qui sont au pouvoir sont légitimes car elles représentent l'opinion, mais une fois que l'isoloir est fermé, elles tendent à être une force indépendante qui agit dans ses propres intérêts. Plus encore, l'idée de dire que vous représentez simplement ce que les gens veulent devient une idée très dangereuse. Il faut revenir à un sens chrétien plus profond de ce que signifie la représentation. Beaucoup d'historiens ont dit que la notion de représentation dans les démocraties avait des origines chrétiennes, liées à la représentation christologique, sacramentelle. Mais concernant ce modèle, ce n'est pas simplement représenter la majorité de l'opinion, mais c'est de représenter symboliquement une communauté avec laquelle vous avez partagé un ethos culturel, à moins d'avoir le sens du partage de cette culture commune. Le reste est empoisonné. Depuis le XXe siècle, on assiste à une augmentation du pouvoir de l'exécutif, avec une élite de plus en plus nihiliste. Si vous pensez que tout ce que vous représentez, c'est ce que les gens veulent, vous essaierez de manipuler le désir des gens. C'est une sorte de cercle vicieux. Plus encore, si les individus ne sont pas animés par une recherche de la vérité, ils vont avoir tendance à suivre la mode. Et on arrive à une situation où les représentés ont tendance à suivre les représentants. C'est ce que Guy Debord appelle le spectacle, dominé par une production constante, sophistiquée d'opinion publique. En tant que chrétien, on ne peut pas, de manière aveugle, voir la démocratie comme étant le seul bien. Je pense qu'il faut plutôt redécouvrir l'importance d'une constitution mixte. En d'autres termes, l'assentiment de la majorité est important,
Mais aussi le fait d'être guidé par une minorité, c'est important. Le rôle de la minorité est d'encourager un débat permanent sur la nature de la vérité. S'il n'y a pas ce débat, aucune démocratie ou république ne peut fonctionner correctement. Elle devient ainsi corrompue. Donc, de manière paradoxale, la démocratie a besoin d'un élément non démocratique pour pouvoir fonctionner comme une démocratie. Il faut qu'il y ait cette préoccupation pour la justice. Et je pense que c'est ce que les papes récents ont dit précisément, en dénonçant le relativisme présent dans nos démocraties. Donc, pour que la représentation puisse fonctionner, la majorité, la minorité, les représentants, ceux qui sont dirigés, doivent constamment chercher cette vérité, avoir cet horizon commun. C'est ce que l'Europe, la Grande-Bretagne ont toujours fait. Nous ne sommes pas dominés par des questions ethniques, des règles politiques communes, comme en Chine ancienne. L'Europe se définit par cet héritage d'Athènes et de Jérusalem. Si nous perdons cela, l'Europe, je pense, va s'écrouler. Quand on parle de la question des droits, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas entrer dans une situation où le seul lien entre justice, légalité et moralité serait la notion de droits de l'homme. Car à ce moment-là, tout ce qui concerne la justice, mais qui n'entre pas dans la catégorie des droits de l'homme, rentrerait dans la notion de positivisme juridique. Nous devons nous rappeler que Emmanuel Kant, l'un des précurseurs des droits, était aussi positiviste. Ne pensons pas que les lois devaient être simplement basées sur la justice. De la même manière, si on ne défend que la question des droits, on ne pourra pas associer certains droits à d'autres. Certains vont se contredire. On va arriver à des situations où on ne pourra plus expulser certains individus au nom de la protection de leurs droits, et ce malgré ce qu'ils aient pu faire. Les positivistes insistent plutôt sur l'idée d'une justice distributive. Le droit implique également une réciprocité. Le droit d'éduquer n'a aucun sens s'il n'est pas défendu, si on ne défend pas la notion d'éducation. Les droits impliquent également des devoirs, et ils sont toujours très spécifiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs dans le système anglo-saxon, et il y a également des erreurs dans le système français. Si on surestime l'importance du général et crée ainsi une confusion entre le général et l'universel, ce sont deux choses très différentes. Le général concerne les règles qui s'appliquent toujours, quelles que soient les circonstances. En revanche, je pense que l'universel pose la question de savoir comment une même chose peut se reproduire de manière différente. Cela rejoint l'idée platonicienne du logos, la seconde personne de la Trinité,
Je pense qu'il faut s'éloigner de cette idée de la généralité, de la transcendance au sens kantien. Les droits sont toujours spécifiques et différents. Il ne faut pas non plus définir des droits simplement par le sens absolu de la propriété ou de manière négative, la liberté négative. Les droits doivent toujours trouver leurs racines dans la dignité humaine. Et je pense que je suis d'accord avec la tradition catholique classique, comme celle évoquée par Jacques Maritain. La dignité est plus profonde, elle rejoint la notion de statut. Il y a certains aspects qui sont plus universels, de savoir comment nous sommes parents, enfants, forgerons. Être humain, c'est toujours quelque chose qui est propre à chacun. La dignité doit s'appuyer sur le rôle propre de chacun. Sinon, elle est vide, elle est formelle. Et savoir ce qui définit un rôle propre. Il faut pour cela connaître la justice distributive, poursuivre le bien commun et voir quels sont les rôles de chacun. En ce qui me concerne, la politique post-libérale, il ne s'agit pas de la rejeter, mais il faut questionner cette notion de justice post-libérale pour voir si cette notion de représentation et de droit est suffisante, ou bien est-ce que ce dont nous avons besoin, c'est plus de notions dans un gouvernement mixte, plus de notions de bien commun, et en lien avec cela, essayer de définir la dignité humaine en termes de rôle propre pour que chacun puisse s'épanouir pleinement. Voilà, nous allons poursuivre avec Pierre Morel. Voilà, je permets quand même très rapidement, parce que je trouve tellement rafraîchissant de rappeler que nous nous sommes rencontrés pour la première fois au printemps 1982 dans votre bureau de la rue de l'Élysée, où vous étiez à la cellule diplomatique du président de la République. Et jeune étudiant, je venais faire un mémoire dirigé par quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Raffarin. Voilà. Et depuis, vous avez fait votre chemin, hein, et en passant par l'ambassade de France, notamment à Moscou, à Pékin et au Saint-Siège. Et vous êtes très investi aujourd'hui dans l'observatoire Pharos, dont je pense que vous nous direz peut-être un mot aussi. Merci du regard que vous portez sur notre séminaire et notre colloque. Merci Ampère et merci au Collège des Bernardins pour avoir non seulement pour nous accueillir ce soir, mais pour avoir porté si longtemps un tel effort. Je crois qu'on a pu mesurer dans ces 2 jours qu'on voyait arriver la confluence de toute une série de travaux considérables. Et cela nous a donné 2 jours très, très riches, très même chargés. Je ne vais pas en faire la synthèse, mais je vais essayer d'apporter quelques éléments, quelques réactions pour voir où on peut aller à partir de là. Nous avons vu que nous avons dû traiter des sujets d'une extrême complexité. Il faut que je me rapproche, merci. Nous avons traité des sujets d'une extrême complexité, des sujets graves. Nous voyons bien que dans un contexte international, je ne parle pas de l'actualité française, nous sommes dans une période agitée, même dangereuse à certains égards, et que ça n'est pas simplement en passant. Les événements tout récents, les derniers jours aux États-Unis, enfin, on pourrait citer, sans parler de ce qui se passe
en Méditerranée. Enfin, tout ceci montre bien qu'on entre dans une phase plus imprévisible, un peu anomique d'une certaine façon. Et on se dit, au terme de ces 2 jours de débat, comment procéder, par où commencer. On peut dire au moins qu'un travail de décantation a été fait pendant ces 2 années, pendant ces 2 jours, un début de mise en ordre. Ce séminaire a été un véritable laboratoire. Ma réaction, j'en parlais tout à l'heure à Antoine Arjakovski, c'est de dire que ce laboratoire doit devenir un atelier à l'échelle de nos débats nationaux. On va tourner autour de ces questions-là dans les années qui viennent. Et que si c'est une nécessité dans notre pays, c'est aussi une nécessité à l'échelle européenne, avec les nuances et les croisements et les différences qui viennent d'être évoquées avec force par John Milbank, qui lui-même nous décrit ce qu'est un atelier de remise en débat des références traditionnelles dans le système britannique et donc dans une autre grande tradition européenne. Bref, il y en a pour une génération. Si l'on veut vraiment prendre la mesure des questions qui sont posées, on est dans un travail dans cette ampleur-là. Alors, je voudrais essayer de reprendre ce qui me paraît ressortir comme ligne de réflexion de ce séminaire. D'abord sur la relation démocratie et spiritualité, puisque quand même ça a été notre thème dominant. Ensuite, politique et religion dans le monde, et je reviendrai sur la question des droits de l'homme, avant de revenir un peu dans notre contexte, je dirais, de démocraties européennes, sur les rencontres possibles. Démocratie et spiritualité. Dès les premières interventions, on a eu l'impression, on a compris qu'on avait affaire à un carrefour dangereux. Il faut ralentir, il vaut mieux avoir des feux de signalisation d'une certaine façon. Et que le risque de confrontation et de collision était là. Alors, on est revenu sur cette thématique, eh bien, puisqu'il y a risque de collision, vive la neutralité. Mais on a vu aussi que cette neutralité traditionnelle de l'État ou invoquée est une neutralité très, très complexe. Parce qu'elle est d'abord, et on l'a rappelé, c'est une neutralité qui, dans la logique française, a été une neutralité de rejet. Je veux dire que c'est la caractéristique tout à fait d'ailleurs extraordinaire, ça a été rappelé, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ça n'est pas rien que justement l'ajout ait été fait du citoyen, qui a été tout simplement de récuser les sources, de récuser ce qui avait conduit à cette déclaration. Il y a une sorte de parthénogénèse enfin des droits de l'homme qui serait émergé d'une secousse comme un Big Bang conceptuel, politique et idéologique. Alors, jusqu'à maintenant, cette occultation, on n'a pas trop mal vécu avec à travers tous nos débats parce qu'il y avait des contrepoints. Ça n'était pas... Il n'y avait pas qu'une occultation de la mémoire. Nous n'avons pas vécu dans une espèce d'interdit idéologique pendant 2 siècles. Mais nous avons vécu avec cette composante qui était compensée par d'autres mémoires. D'autres mémoires qui, justement, reprenaient la mémoire des guerres de religion, la mémoire des débats théologiques du Xe et du XVIIIe français. Je reste dans le contexte français un moment. Mais tout simplement, ce partage des rôles ne fonctionne plus ou fonctionne beaucoup moins bien. Tout simplement par perte de mémoire, par chute de la transmission. Et là, j'évoque simplement, et vous savez qu'il y a 10 ans, ça, c'est venu de la Société des agrégés, le rapport Joutard, sur la perte de la mémoire élémentaire qui fait qu'une partie de notre culture, en dehors de toute considération religieuse, devenait incompréhensible pour les nouvelles générations. Ça a conduit ensuite au rapport Debray, à l'enseignement du fait religieux dans les écoles publiques, à la création d'un institut européen en sciences des religions. Toutes réactions qui ne sont pas venues d'un lobby particulier, qui sont venues d'une prise de conscience de tout l'appareil éducatif français, avec des moyens qui maintenant s'étendent vers les hôpitaux, vers les prisons. Bref, un travail qui a engagé l'ensemble de la société. Je trouve assez frappant que ce phénomène soit monté spontanément d'une prise de conscience. Donc on voit bien que cette neutralité est malmenée dans ces anciens équilibres. Mais du coup, on voit aussi qu'au-delà de ces partages de rôles, il y a aussi des crispations. Des crispations qui se traduisent par une espèce de paresse
d'une laïcité réflexe, neutralisante, réductrice, mais aussi qui est un signe de désarroi devant les mutations de la société française. Et alors là, on peut effectivement avoir des traitements purement techniques, c'est-à-dire qu'on prend la lettre et puis on applique et ce que nous connaissons tous, c'est-à-dire le « je veux pas le savoir ». Alors, c'est très simple. On sait où ça conduit et malheureusement dans une problématique française trop bien connue qui s'appelle la société bloquée. Il suffit de reprendre le livre de Michel Crozier qui a 50 ans, parti d'une analyse des négociations syndicales dans les sociétés d'assurance et des systèmes de hiérarchie, une analyse lumineuse, une radiographie qui n'a pas, qui d'une certaine façon reste pertinente. Et nous avons en ce moment un bel exemple de société bloquée à certains égards sur un débat important, on peut considérer même majeur, mais une sorte d'incapacité, je dirais bien française, à négocier, de fixation des positions et la rencontre. Les débats sont apparemment multiples, mais l'échange et la rencontre n'a pas lieu ou se déroule mal et laisse une profonde frustration. Donc, on voit bien qu'il y a nécessité de changer de perspective, d'ouvrir le regard. Là, je voudrais citer, pour terminer dans ces remarques sur la nécessité d'une reprise et d'un réexamen à partir des blocages actuels, sur ce qui a été dit, enfin, ce qui sort récemment des réflexions de Jürgen Habermas. Alors, on l'a cité dans nos débats par rapport à l'aspect classique de la philosophie transactionnelle. Je voudrais me référer à quelque chose qui est sorti, je crois, dans un de ses livres, plusieurs articles, particulièrement dans l'avenir de la nature humaine, si je me souviens bien. Il a un chapitre Foi et raison qui est tiré de plusieurs analyses, parce que ce n'est pas du nouveau Habermas, c'était là au début et ça revient. Lorsqu'il parle de société post-séculière. Et, pardon, je me laisse entraîner. Merci. Société post-séculière, c'est-à-dire que celui qui a en quelque sorte voulu définir le code d'une société multiculturelle, complexe, avec une norme minimale, est amené à considérer qu'il faut déjà déplacer le curseur et se mettre à raisonner un peu autrement. Il le dit, il reconnaît lui-même que cette réflexion, il l'a reprise après le 11 septembre. Et que l'irruption du religieux dans les événements internationaux est tellement majeure et troublante. Que fait-on? Mais on peut évidemment songer aux migrations, aux évolutions de la biologie qui l'ont fortement mobilisé aussi. Et donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est lorsqu'il explique que, certes, la démocratie est un espace de débat rationnel, et ceux qui veulent invoquer d'autres normes, il faut les traduire pour qu'on puisse les faire partager dans l'échange rationnel. C'est parfaitement compréhensible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ne considérons pas qu'a priori c'est à ceux qui portent la référence à une autre norme de traduire eux-mêmes, puisqu'il dit il y a un travail de traduction à faire entre d'autres normes et la référence religieuse et la source religieuse et le débat démocratique qui doit rester rationnel dans son espace. Il faut aider à cette traduction. Autrement dit, ce n'est pas une sorte de charge qui serait imputée à ceux qui invoquent leur propre référence religieuse, mais il y a un travail en quelque sorte à partager et un mouvement réciproque pour essayer de trouver et de construire des points de rencontre dans une société qui va devenir post-séculière. Je m'arrête là, je ne veux pas le développer, je ne suis pas un porte-parole, mais simplement je note qu'il y revient avec une certaine force. Je cite une phrase que j'ai trouvée remarquable. « L'espoir perdu d'une résurrection laisse un vide terrible ». C'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance qu'un certain nombre d'éléments ne peuvent pas rester dans l'espace, ne sont pas uniquement de l'ordre du rationnel et sont nécessaires dans le débat de nos sociétés, qui sont liés à la mémoire, à la compassion, au souci de l'autre et que l'on ne peut pas traduire entièrement dans un code purement rationnel. Je fais là un rapprochement. On sait que le cardinal Ratzinger avait eu ce fameux débat sur les conditions
pré-politique de la démocratie, mais je voudrais simplement, en contrepoint, me référer au fameux discours de Ratisbonne, qui a provoqué tout le remue-ménage que l'on sait à partir d'une citation. Mais on a complètement évacué le cœur du discours qui disait à peu près, je simplifie, aux Occidentaux, si vous continuez dans la voie de cette distanciation relativiste complète, vous ne comprendrez plus ce qui se passe autour de vous. Or, toute la force de l'Europe pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, ça a été de savoir accueillir, assimiler et comprendre ce qui se passait autour d'elle et dans d'autres références. Donc, encore une fois, deux figures qui avaient choisi d'entrer en dialogue, au fond, et chacune à leur façon développer cette problématique qui consiste à sortir d'une logique purement rationnelle de la neutralité de l'espace public au sens qu'on l'entendait habituellement. Je passe à mon deuxième point, politique et religion dans le monde, puisque effectivement, il se passe un certain nombre d'événements qui contribuent à déplacer et à bousculer les repères habituels en Europe. Les phénomènes de mondialisation, pas besoin de s'étendre, sauf que dans l'ordre religieux, il faut bien voir qu'avec la surinformation dans laquelle nous sommes, on est dans une mise en rapport directe et immédiate de systèmes de valeurs souvent antinomiques ou en tout cas qui peuvent aisément entrer en conflit. On a assez vu des caricatures de Mahomet au lamentable film californien sur l'islam, les dégâts qui font que dans les jours qui suivent, des ambassades brûlent, des manifestations sont réprimées et conduisent à des nombres importants de victimes et je ne peux pas m'empêcher de les citer. Cela m'a marqué. J'étais pas loin, à Mazar-e-Sharif, au lendemain de l'annonce d'un pasteur en Floride selon laquelle il allait brûler le Coran. Il a fallu que le président Obama l'appelle pour que finalement il y renonce. Mais entre-temps, une foule en furie à Mazar-e-Sharif n'est pas allée manifester devant la base américaine, soigneusement protégée. Elle est allée devant le Bureau des Nations Unies et les 12 experts des Nations Unies de toute nationalité qui étaient là pour faire de l'éducation, de l'irrigation, etc., ont été massacrés. Bon. Quand on entre dans des problématiques comme celle-là, il y a des signaux d'alarme qu'il faut savoir entendre. Alors, tout ceci n'est pas simplement une série d'accidents. On voit bien qu'on est entré dans une logique qui est celle de la multipolarité, qui est une logique de compétition de puissance, une sorte de darwinisme international, puisque la mondialisation n'est plus une mondialisation occidentale, comme dans les dernières décennies, après la chute du mur de Berlin. Et donc, cette effervescence des identités, c'est ce mélange qui a été bien souligné pendant le débat de communautarisme et d'individualisme, fait qu'on a vraiment une urgence à rechercher un mode de traitement de ces problématiques. Alors il y a des réponses classiques qui sont celles des Nations Unies, de l'UNESCO, le dialogue des cultures et de toute une série de réseaux, la démocratie chrétienne, l'Union interparlementaire, bref, on ne manque pas d'instances de dialogue. Sauf que les choses sont fortement décalées et que ce ne sont pas des instruments qui trouvent immédiatement la réponse. Ce qui est intéressant, ça a été d'abord un certain nombre de mouvements plus nouveaux ou renouvelés, le dialogue interreligieux, pas simplement écuménique, là, parce qu'écuménique, on est dans les confessions chrétiennes, d'ailleurs interreligieux. Également l'initiative d'Assise, tout à fait remarquable, 1986. Donc on était au début de ce climat de confrontation, renouvelé à la veille de la guerre d'Irak, vous vous en souvenez, renouvelé encore en novembre 2011 par le pape Benoît XVI. Je signale une chose qui a été peu relevée, que je trouve très intéressante, pour la dernière réunion d'Assises, c'est l'invitation à des non-croyants. Peu nombreux, certes, mais il y avait là quelque chose qui n'avait pas un stade qui n'a pas été franchi. Et avec cette qualification remarquable qui a été employée par le pape Benoît XVI de pèlerin de la vérité, un peu dans l'esprit du discours et des chercheurs de vérité. Donc, il y a là une ouverture qui montre bien que c'est un problème pour tout le monde. Et que cette conjonction et cette effervescence religieuse et culturelle et ethnique en même temps a un tel effet d'amplification des crises qu'il faut trouver des éléments de réponse. Alors,
quels peuvent être les principes directeurs? Le premier geste, c'est celui des religions, qui d'ailleurs ont réagi de façon assez remarquable en général, en se portant en avant et en donnant l'exemple. Alors c'est vrai pour tous ces messages et les messages du type la paix, le nouveau nom de Dieu, et tout ceci dit à partir des grandes traditions, soit. Ce qui est intéressant, c'est que ça va jusqu'à la mobilisation des responsables religieux dans les quartiers de nos grandes villes quand un événement risque de faire entrer en effervescence. Donc ce n'est pas simplement pour les grandes figures, c'est aussi pour la vie quotidienne. Et, nous savons cela dans les grandes villes en France, et ces réflexes existent. Mais en même temps, chacun est entré dans une sorte de course et de compétition. L'islam, les islams, devrait-on dire, en conflit, cherchent à propager son message et à trouver différents relais tout en récusant les dérives terroristes ou fondamentalistes dans une certaine mesure. On a d'anciens régimes communistes qui construisent leur propre système, disons, de concordat aménagé, mis en valeur dans leur politique culturelle. Le fait qu'aujourd'hui, la Chine est multipliée par centaines des centres Confucius qui, certes, n'ont rien de religieux, mais sont une façon d'invoquer son propre héritage et d'affirmer ses propres références. On voit bien que petit à petit, on va miser dans cette multipolarité sur ces registres qui sont de l'ordre du culturel et implicitement en se référant à des traditions religieuses ou morales. Les États-Unis, évidemment, se sont distingués dans ce registre avec un tournant en 1998 qui a été cet encouragement à la fin de la présidence Clinton à agir pour la promotion de la liberté religieuse dans le monde entier, avec un rapport annuel qui est devenu la référence qui domine sur le net quand on cherche de l'information religieuse. Forcément, sur tout pays, on se retrouve avec une source américaine. Avec ceci de caractéristique, qui est une logique, je dirais, américaine de type premier amendement, libre propagation, libre expression, sans limite, en toutes circonstances. Je simplifie, mais ça consiste à vouloir, en quelque sorte, propager le premier amendement de la Constitution des États-Unis sans la Constitution des États-Unis. C'est-à-dire qu'en réalité, on est dans une logique de propagation qui, évidemment, se retrouve face à des contre-propagations. Et c'est comme ça qu'on voit les risques et les effets d'accélération. L'Union européenne, elle aussi, a choisi, dès ses débuts, une politique de promotion des droits de l'homme au sens classique. N'a pas suivi le mouvement dans l'immédiat. Sa logique que j'ai vue et pratiquée sur le terrain, c'est les médias, le respect des personnes, le système judiciaire, la prison, la torture, la peine de mort. Et donc là-dessus, avec une démarche systématique partout où on peut le faire, plus ou moins discrètement, en fonction des circonstances. Ce qui est intéressant, c'est que justement, depuis quelques mois, l'Union européenne se dit, et notamment après les révolutions arabes, il faut aborder la question de la liberté religieuse. Et on est en train de mettre au point des lignes directrices, comment aborder, parce que c'est un sujet délicat. Alors, à la fin des fins, oui, ça consiste à s'appuyer sur les droits de l'homme. Et là, je voudrais, en réaction, ou en complément à ce qui a été dit, et en réaction un peu à ce qu'a dit M. Vivorka hier, je ne crois pas qu'il faille s'excuser ou reconnaître qu'il y a un caractère occidental dans les droits de l'homme. Il s'appuie sur une déclaration de 1948 qui, certes, à l'époque du conflit Est-Ouest, a été récusée comme étant bourgeoise, impérialiste, etc. Mais que voulez-vous, quand nous assistons depuis 2 ans, 3 ans aux révolutions arabes où l'on demande de la dignité et de la citoyenneté, comment pouvons-nous continuer à nous excuser qu'il y ait des droits de l'homme qui aient d'abord été conçus en Europe? On est au-delà. C'est fini, c'est plus la peine de dire oui, bien sûr, mais vous, si vous pouvez, etc. Non, c'est une demande qui émane de sociétés en mouvement. Nous y avons contribué, peut-être, mais il n'empêche que maintenant, la normalisation internationale, la référence aux droits de l'homme, elle s'est faite, prenons encore le cas des révolutions arabes, malgré le silence et ce que l'on appelait la complaisance de l'Europe, qui n'a pas poussé à la roue. En aucune façon. Alors, ça a pu se passer différemment dans certains endroits, mais je veux dire que là-dessus,
au moins, ne nous embarrassons pas de ce genre de perpétuel réexamen. Il y a une demande. Nous sommes partis à ce débat, mais nous ne sommes plus les meneurs de ce débat. La page est tournée, la mondialisation maintenant est multiforme, et donc il y a là un enjeu qui nous est familier, et entamer des dialogues sur ce point, c'est accepter le regard sur nos prisons et accepter pleinement les questions qui nous sont posées sur nos politiques d'immigration, etc. Certes, mais de poser inversement la question à l'Arabie saoudite sur la liberté de culte, etc. Voilà le débat d'aujourd'hui, et donc je ne vois pas en quoi on devrait minimiser ou mettre de côté la logique de droits de l'homme. Et j'en termine sur ce point avec la logique enfin, ce que nous essayons de faire dans cet observatoire du pluralisme des cultures et des religions, l'observatoire Pharos, site internet qui consiste à passer en revue méthodiquement, il nous faudra à peu près 2 ans pour faire à peu près le tour, la situation de chaque pays en termes de pluralisme des religions et des cultures à partir de la règle de droit, précisément. Parce qu'en raison même de cette mondialisation de la référence à la liberté religieuse et un système juridique qui la permet, on n'est plus dans des logiques de minorité protégée, de garantie, le vieux millet ottoman qui a sûrement aidé des communautés chrétiennes à l'époque, on est au-delà. Et donc, à partir de ce moment-là, ce dénominateur commun est le seul possible si l'on ne veut pas entrer précisément dans cette compétition perpétuelle de prosélytisme qui vont nourrir une confrontation. Alors certes, il y a beaucoup de réserves. Certes, l'article 18 sur la liberté de conversion n'est pas accepté dans le monde arabe. Mais la déclaration est une référence. Donc c'est au moins une base pour commencer la discussion. Idem en Chine. En Chine, on ne dit plus qu'il s'agit d'un droit bourgeois inacceptable. Les 2 seuls pays qui, dans le monde, récusent aujourd'hui les droits, c'est l'Iran et la Corée du Nord. Pour le reste, c'est une base pour commencer à discuter. C'est ce qu'on appelle un dénominateur commun. Pour terminer, en quelques mots, je crois qu'on voit ressortir des discussions de ces 2 jours, y compris dans la séance de cet après-midi, la recherche d'une nouvelle rencontre. Alors, on peut dire qu'on est typiquement dans une occasion manquée, dans un rendez-vous qui n'a pas eu lieu dans le contexte français. Essayons de voir un peu plus largement. L'articulation entre foi et raison, entre démocratie et spiritualité est désormais inéluctable et doit être reprise et reconsidérée. Cela va impliquer chez chacun des déplacements de centre de gravité, une relecture de son histoire, l'interrogation sur la dimension spirituelle d'une vie démocratique, voir comment aujourd'hui la parole de Pascal, l'homme passe infiniment l'homme, peut être une forme d'acceptation par tout non-croyant d'un absolu qui n'est pas uniquement sur les droits de l'homme, mais qui concerne la vie commune et une nécessité. Encore une fois, on n'est pas dans une spéculation pour le plaisir de la spéculation, on est dans des enjeux de société très profonds. Et sans doute faudra-t-il de l'engagement de part et d'autre, que chacun accepte de bouger et d'aller à la rencontre dans des logiques de réconciliation à certains moments, de reconnaissance mutuelle et finalement d'interpellation pour que chacun se mette en mouvement. Voilà ce que je crois nous avons besoin de repérer, de tracer. Et il me semble que cet après-midi et plus généralement dans ces 2 jours, c'est un peu ce que nous avons commencé à faire. Merci. Voilà, donc Antoine Guggenheim est le président et le directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins, dans lequel s'inscrit le département Société Liberté Paix qui organise ce colloque. Voilà. Comme on parle toujours depuis la chaise où on est assis, il m'a accueilli il y a 25 ans à Bruxelles, quand je débutais les études de philosophie et de théologie. Et que je débutais aussi. Il a eu quelques années d'avance que je n'ai jamais pu rattraper. Et nous sommes très heureux de l'entendre maintenant. Merci Antoine. Thank you to you, John. C'est aujourd'hui une journée en France marquée d'une certaine lumière, puisque nous avons appris la libération de la famille Moulin-Fournier, dont ce que tous ne savent peut-être pas, le grand-père, donc Éric Moulin-Fournier, est un soutien important du diocèse de Paris et du Collège des Bernardins.
Et en les accueillant à l'aéroport d'Orly, le président Hollande a dit ceci à peu près, la vie a gagné. C'est une victoire de la vie. Ce qui, dans le langage officiel français, indique une salutation d'une transcendance, car la vie est, pour la démocratie et pour la République, une transcendance. Ce que m'ont demandé les organisateurs, c'est de confronter le projet de ce colloque, la démocratie, une valeur spirituelle, avec ce qu'ont fait naître en moi 5 ans de travail au Collège des Bernardins sur la base d'une vingtaine d'années antérieures de travail théologique, que j'ai exprimé en disant l'héritage pour moi du Collège des Bernardins en train de naître, ou ce qui est déjà né, ressemble à la possibilité de faire naître un nouvel humanisme. Prenez le mot « nouveau » dans le sens biblique, comme un Nouveau Testament, c'est-à-dire comme une nouveauté qui instaure une nouvelle alliance. Ce que je recueille du travail qui a été fait, de ce que j'ai entendu presque en totalité, et qui nous habite tous, c'est que la démocratie est une réalité puissante, complexe et mobile. Puissante, elle attire, complexe, elle fait peur, mobile, elle nous échappe toujours comme elle a échappé à ceux qui ont voulu lui faire barrage au XXe siècle. En effet, elle est à la fois un ethos, une manière d'habiter le monde, et un système de régulation, de raison rationnelle. Mais elle n'est pas que raison, elle est aussi confiance. Elle est foi. Elle est foi et raison, elle aussi. Elle est une opportunité à saisir, elle est une menace. Et donc, elle demande le respect. Est-ce que la démocratie a à voir avec ce que les phénoménologues du religieux appellent un numineux, une émanation du sacré, à la fois attirante et inquiétante? Est-elle simplement ambivalente ou peut-on dire qu'elle a des sens analogiques? Ambivalente, elle serait à jamais pour une part d'elle-même obscure. Analogique, elle participerait à une lumière qui lui donne de toujours devenir jusqu'à la fin des temps. Je cherche des éléments de réponse dans l'histoire et je m'appuie un peu sur la grande œuvre de Marcel Gauchet, qui a tenu la chaire des Bernardins pendant 2 ans et qui a accepté un vrai dialogue entre ce que lui-même a découvert et ce que la tradition chrétienne peut produire sur la base de ses ressources. En ouverture de notre colloque, Blandine Kriegel a proposé une manière de résoudre la difficulté que je viens de nommer, qui est celle de l'ambiguïté du mot. Elle a proposé d'en faire un adjectif. Non pas la démocratie, mais la République démocratique. Je trouve que cette solution est élégante et qu'elle peut faire tomber bien des obstacles parce qu'elle rehistoricise et réouvre de manière culturelle à la différence des civilisations et des lieux, la démocratie. Mais une autre manière, c'est de la considérer comme un substantif et de lui ajouter un qualificatif. Et je voudrais parcourir quelques étapes de l'histoire, quitte à ce que les historiens présents me reprennent tout de suite ou plus tard, en me disant que j'ai évidemment trop simplifié. La démocratie grecque, voilà déjà un adjectif, me semble une invention, mais une invention au sens archéologique du terme. L'invention archéologique consiste à mettre au jour quelque chose qui était déjà là. Un proprement humain qui, étant donné les circonstances d'espace et de lieu, avec la Grèce, l'espace, le lieu et le temps comptent. Le déchirement des îles fait que des voisins sont assez séparés pour faire naître une pensée distincte et assez proche pour la mettre en confrontation. Mais cette invention archéologique pose elle-même des questions, la démocratie grecque. Est-elle politique ou est-elle ethnique ? La démocratie grecque donne la liberté de parole aux citoyens, mais elle laisse les barbares dans la servitude. Et comment est-ce que la démocratie grecque met ensemble l'agora, avec la pluralité des opinions, et la quête philosophique, avec la recherche d'une unité de vérité ? Platon contre
la démocratie. Dès le début, c'est possible. Il vient après, il vient trop tard, il vient après l'efflorescence artistique du siècle d'or, c'est avant lui. C'est la thèse d'Hannah Arendt. Mais même l'agora grecque est en débat avec l'autre colline grecque, l'acropole. Nous l'avons tellement oublié en France. L'impensé de la démocratie, le rapport originel de la démocratie avec un culte religieux. Mais le culte grec est marqué de deux questions. C'est une religion civile à laquelle les philosophes n'ont pas envie d'obéir. Pensez au témoignage de Socrate acceptant la mort et traité d'athée comme le seront les chrétiens. Oui, je suis de vos dieux athées. Comme si le pluralisme d'opinion avait besoin de s'adosser à un pluralisme de divinité, que la quête philosophique, à nouveau, discute et discrédite. Pour la liberté de conscience, faut-il renoncer à la tyrannie de l'opinion ? Moi-même, j'ai été réconcilié tardivement avec l'idée d'opinion publique. Il a fallu des conversations récentes avec ce politologue et spécialiste des sondages, réfléchissant sur son métier, presque vierge de toute théorie et ayant appris de la pratique, et Stéphane Rosès. L'opinion publique, ce n'est pas le vagabondage de la raison. C'est un stade d'élaboration en devenir de critères raisonnables pour vivre ensemble. Mais la démocratie n'est pas que grecque. De Moïse à Jésus et la suite naissent une autre ressource de la pensée démocratique et de la vie démocratique qui est la nôtre. La ressource judéo-chrétienne a à voir avec la naissance de la démocratie européenne et aussi de l'Europe. Comment cela ? En particulier en rythmant le temps et en l'orientant. Rythmant le temps, je le disais tout à l'heure, l'ancien et le nouveau. Notre démocratie est une démocratie historique. Elle suppose l'espérance que l'on peut résoudre les conflits du présent par un avenir qui n'est pas encore donné et qui pourtant a des traits inscrits dans le passé. C'est comme ça que les Juifs, puis les chrétiens, ont sans cesse relu, discuté et transformé leurs écritures. L'inspiration divine peut se transposer dans d'autres modes de réflexion commune. Mais la nouveauté biblique, si elle a ses grandeurs, a aussi ses misères. L'entraînement vers l'avenir peut nous faire perdre les valeurs d'un saint conservatisme. Dieu lui-même n'est-il pas un petit peu conservateur ? Et heureusement pour nous. C'est en tout cas ce que répondait un jésuite, et oui, en 1968, à un archevêque de Paris disant le contraire, que Dieu n'est pas conservateur. Mais la nouveauté biblique a un autre signe de grandeur, c'est qu'elle a donné naissance à une autre perception de la nouveauté dont l'Europe est très marquée, qui est la nouveauté comme rupture, celle qui nous habite beaucoup depuis ce que nous appelons justement la Renaissance. La nouveauté comme rupture permet de faire table rase du passé et donc de relancer la pensée, la vie, l'économie, la vision du monde. Elle a elle-même sa propre grandeur et nous en avons souvent en France, par un verbe très éloquent, chanté les louanges. Mais la nouveauté comme rupture a aussi ses misères et il semble aujourd'hui que l'heure soit venue pour les héritiers de la Renaissance ou d'une partie de la Renaissance et des Lumières ou d'une partie des Lumières en France de revenir sur l'idée que la rupture est la seule manière de se référer au christianisme et à l'héritage antique. Mais je voudrais, avant de passer à l'ère moderne, m'attarder un peu sur une époque où l'on n'a pas l'habitude de parler de démocratie. Et pourtant, ne trouve-t-on pas dans le grand Moyen-Âge européen des démocraties anonymes? Voilà un autre adjectif, des démocraties anonymes. Est-ce que les régimes féodaux, avant l'absolutisme, ne portent pas la trace d'une certaine forme de démocratie hiérarchique, certes, mais devant laquelle le souverain s'incline? L'État n'est pas tout-puissant. Dans un autre registre, les règles monastiques ne sont-elles pas, pour ceux qui choisissent cette vie, une sorte de démocratie théonome,
où la loi a son origine en Dieu, mais qui habite nos cœurs. Et j'ose le dire, j'espère que cela n'entraînera aucun soupçon, mais beaucoup d'accueil, que les loges et les sociétés secrètes sont aussi des sortes de démocratie anonyme. Une démocratie d'élection qui peut certes souvent devenir, et c'est une des raisons de la prudence de l'Église autrefois, une démocratie de complicité. Quand nous parlons de démocratie, nous avons tendance à essentialiser son moment libéral tel qu'il s'est présenté à la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis, en Angleterre sans doute encore avant, en France après la Révolution inutile. La démocratie libérale se caractérise par l'égalité juridique des citoyens par droit de naissance. Et nous avons même du mal à imaginer ce que cela signifie d'être inégaux par droit de naissance. Mais c'était la situation de ce que nous appelons l'Ancien Régime, à juste titre. Égalité juridique des citoyens par droit de naissance, droit de vote pour tous, émancipation, mais l'édit de tolérance en France est de 1787, les choses étaient mûres et inscrites dans les consciences. Conscription, le droit et le devoir de donner sa vie pour la patrie. Liberté d'entreprendre, sans laquelle il n'y a pas de démocratie politique. Mais on sait le problème de la démocratie libérale. S'agit-il de liberté ou, dans un registre anthropologique et pas simplement moral, s'agit-il d'égoïsme? S'agit-il de la liberté pour les forts? L'échec de la démocratie libérale a donné naissance à des volontés de ressouder le peuple en réinjectant dans le moderne, c'est la thèse de Gaucher, je la trouve intéressante, des éléments archaïques, ce sont les fascismes, nazisme, communisme soviétique. Après 1945, pour guérir et pour tirer les leçons de l'échec de la démocratie libérale, elle devient sociale. Quel animal étrange. Et c'est ainsi qu'elle a surmonté la difficulté de la démocratie libérale, proposant l'égalité économique comme idéal ou comme objectif, et la Déclaration universelle des droits de l'homme, en plus de la liberté politique et juridique et l'égalité juridique. Cette recherche de justice peut elle-même donner naissance à des figures pathologiques. Au sens de Dostoïevski, c'est le socialisme, c'est-à-dire, pas dans un sens d'étiquette de parti politique, mais au sens d'une perte de l'autonomie de l'individu. Et là, je n'ai rien d'aussi éclairant qu'une anecdote. Un beau-frère américain, avant de repartir aux États-Unis, c'était une conversation au bord de la Seine. C'est un descendant du Premier ministre Pitt, qui, je crois, fut l'adversaire de Napoléon, me disait « Antoine, il y a un problème avec les Français, ils ne sont pas assez individualistes. » Je lui dis « David, nous portons un jugement avec des critiques sur les Français, je suis d'accord, mais pour moi, ils sont trop individualistes. » Il m'a dit « Non, Antoine, ils ne sont pas individualistes, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'autonomie et d'entreprendre. » Je trouve que ceci est évidemment un des problèmes posés à la démocratie sociale. Outre qu'aujourd'hui, elle est trop chère pour nous, semble-t-il, ou pour notre mode de production, en plus, elle a des difficultés. En même temps que la démocratie sociale a voulu naître la démocratie chrétienne, autre réponse au fascisme, toujours vivante en Allemagne, je pense, et naît aujourd'hui, en Turquie, un essai de démocratie islamique. Que signifie cette démocratie dont l'adjectif est caractérisé par une religion? Est-ce qu'il s'agit d'une permanence archaïque du passé dans les esprits, un peu comme dans les années 30, avec des idéologies séculières? Veut-on faire avec des idéologies religieuses ce qu'on en avait tenté avec des idéologies séculières? Ou bien, c'est plutôt ma thèse, s'agit-il de la nouvelle présence des religions au monde? Et dès lors, l'inspiration chrétienne démocrate, très différente de l'inspiration islamique démocrate pour des raisons historiques, philosophiques et théologiques liées à la différence de ces religions, n'est-elle pas à proposer comme une instance critique à l'intérieur du propre devenir des démocraties?
plutôt que de viser une instauration politique rêvée d'un ordre alliant religion et démocratie, les démocraties n'ont-elles pas besoin d'une instance critique et les religions n'ont-elles pas besoin de sortir du trop facile confort prophétique, comme le dit Marcel Gauchet quelquefois, des déclarations de commission épiscopale française ne sont pas distinguables de discours de M. Besancenot et trotskiste. Donc il donnait un peu de cohérence et de connaissance politique et économique aux religions n'est pas forcément inutile. Il y aurait beaucoup à faire, je n'ai qu'évoqué le problème, en scrutant les régimes antidémocratiques pour comprendre ce que nous appelons ici démocratie plus adjectif. L'absolutisme royal, les dictatures militaires, les totalitarismes. Quant aux démocraties populaires, ou à ce qu'on a entendu appeler démocratie pakistanaise, il me semble qu'il s'agit de promesses mensongères, ou plutôt, ces régimes révèlent involontairement l'ambivalence du mot démocratie, parce qu'au fond, le peuple, démocratie, livré à lui-même, n'est pas capable d'instaurer un régime viable. La démocratie doit être humanisée, elle est un outil dangereux. Les adversaires antidémocratiques d'aujourd'hui, du XXe siècle, l'URSS, Cuba, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, montrent en contre-exemple ce que je voudrais maintenant indiquer de manière positive après cette phase de critique, s'il me reste du temps. Le chemin vers une démocratie humaniste ou culturelle, voilà l'adjectif que j'aimerais ajouter, qui suppose sans doute un renouveau de la philosophie personnaliste. Donc pour un nouvel humanisme, quelle est la question ? Il faut humaniser la démocratie. La démocratie n'est pas par elle-même un concept humaniste, comme le montre l'histoire. Humaniser la démocratie, c'est à la fois le chemin à suivre et c'est le but de l'engagement. Ça suppose de concevoir de manière libre de droits d'origine et différente selon les cultures et les sensibilités, l'homme comme une personne. On peut l'exprimer sans employer le concept de personne, c'est-à-dire l'homme est à la fois immanent à la société et transcendant à la société. L'homme est à la fois singulier et en relation. Mais il ne suffit pas de parler de l'homme comme personne, il faut parler du caractère personnel des institutions. Si les institutions sont humaines, et elles le sont toutes, que je sache, comme l'écologie, elles doivent revêtir une dimension humaine, humaniste ou personnaliste. Les institutions sont des personnalités morales. Le concept juridique est très utile. C'est-à-dire qu'elles sont soumises au principe d'autorité, mais que l'autorité est elle-même soumise au principe du bien commun. C'est-à-dire que ces institutions sont en quête de sens et qu'elles sont des moyens d'incarner et de transmettre des valeurs. C'est donc que les institutions sont elles aussi de l'ordre de l'amour. Toutes les institutions. Une institution qui n'est pas aimable ne remplit pas son rôle d'institution politique. Et ceci au plan pour les institutions politiques, économiques, juridiques et culturelles. Bref, la démocratie humaniste, c'est un projet d'avenir et c'est aussi des raisons d'espérer. On ne peut pas séparer ce que Kant appelait les trois transcendantaux. Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que suis-je en moyen, en raison d'espérer d'une démocratie humaniste ? L'humanisme est européen, il n'est pas que chrétien, il est même laïque aujourd'hui pour une bonne part. Les stoïciens l'ont inventé avant nous, mais il est lié au christianisme et il sera bienfaisant pour la globalisation. Quel est le trésor que l'Europe doit pouvoir transmettre au monde pour que la globalisation soit plus humaine ? Sans doute elle-même, non plus comme conquérant et dans une logique de maîtrise, mais balafré par l'histoire et pourtant ressuscité. C'est cette expérience-là que nous n'avons pas le droit de laisser tomber, sinon le monde connaîtra la violence. Comme le montre l'histoire, les accords d'Helsinki ont permis de faire tomber non seulement un régime qui en niait les fondements, mais aussi la tension avec les États-Unis d'Amérique qui étaient prêtes à tenter la guerre des étoiles. Il faut donc repenser, renouveler et refonder les rapports entre État et Église,
à la lumière d'une visée humaniste ou d'un nouvel humanisme où les croyants et les non-croyants reconnaissent entre eux ce qu'ils ont en commun et reconnaissent dans ce qui les sépare un autre lieu qui les intéresse. Oui, pour les humanistes, le fil de la tradition est rompu. Oui, pour les chrétiens, il n'y a pas de différence entre théocentrisme et anthropocentrisme. C'est l'équation de Jean-Paul II, mais elle est à discuter. À cette lumière, les religions et la société ne sont plus extrinsèques les unes aux autres. À cette lumière, la foi et le savoir ne s'opposent plus. Ils sont anthropologiquement unis dès le bébé. Dans la vie politique, c'est évident, et dans la vie religieuse, c'est à souhaiter. Une nouvelle manière de vivre le rapport entre le public et le privé, où l'intime anime et le public et le privé. Ces deux domaines ne sont pas séparés. Une nouvelle théorie de la connaissance, je l'évoquais, avec la foi et le savoir, qui sont en appel mutuel dans leur distinction. Pour les chrétiens, c'est le devoir de redéfinir la foi dans des termes compréhensibles par ceux qui ne l'ont pas. Mais pour les humanistes, c'est le devoir de réfléchir au savoir, à son contenu et à son acte, qui implique une vie de foi lui-même. Bref, la nouvelle alliance, que j'appelle nouvel humanisme, suppose la reconnaissance de la pluralité et la valorisation de la sécularisation, qui n'est pas le sécularisme, mais aussi la reconnaissance de l'apport des religions, qui ne sont ni des ONG, ni seulement des instruments d'action sociale. C'est un débat de civilisation, c'est un défi de civilisation qui demande des consensus et la capacité de se mettre sous la lumière d'une vérité que personne ne possède. Pèlerin de la vérité. Pour les catholiques, Vatican II reste, je pense, une ressource. Quels sont les dossiers concernés ? Voilà le défi, une civilisation. Maintenant, quels sont les dossiers concernés ? Pour un catholique, je pense que le premier dossier, mais pour la société aussi, c'est le rapport entre christianisme et féminisme. Ce n'est pas une querelle minoritaire. Prendre la défense des homosexuels est un devoir pour une minorité. 3% de femmes, 5% d'hommes. Les femmes, c'est 50% de la société. Et l'égalité homme-femme est beaucoup plus chère à payer, même pour l'économie, évidemment, que l'égalité de droit pour les homosexuels. Mais la question du féminisme pose aussi la question des pères. Se tiendra ici bientôt un congrès de la Société Psychanalyse de Paris qui se porte sur la question des repères et des pères. Je pense que le deuxième dossier, c'est la tension entre écologie et pénurie. La question écologique se pose à la démocratie à cause de la pénurie cosmique, mais la question de la pénurie se pose aussi car beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas encore eu droit à la démocratisation des biens économiques. Et les chrétiens ont trop facilement l'amour de l'ascèse transposé dans une écologie qui restreint les autres. Il se pose des questions pour la science, évidemment, entre la dignité de l'homme et le désir de la science de savoir. Ce sont des questions difficiles pour la démocratie. Il se pose des questions sur le lien entre l'interconnexion des médias et l'intériorité humaine. Mais ce sont des questions auxquelles les religions ont l'habitude de réfléchir à cause de la ritualité sacramentelle, qui est elle-même le lieu d'origine, sans doute, de la société médiatique, et si elle le veut bien, son lieu de ressourcement. Quel journaliste explosé dans l'interconnectivité perpétuelle ne se ressource pas en assistant aux funérailles d'un de ses amis dans une synagogue, une mosquée, une église ou un temple bouddhiste, quand il redécouvre que le rite qui magnifie l'extérieur touche l'intérieur. Nous ne pouvons pas vivre l'hypermédiation aujourd'hui, l'hypermédiativité, sans avoir besoin aussi de cette nouvelle alliance que j'appelle nouvel humanisme. Enfin, il y a la question de la globalité, qui est le renoncement de la raison moderne à être capable de décréter l'universel. La raison européenne n'est pas l'universel concret. Elle ne peut pas se mettre au-dessus d'elle-même et au-dessus de l'histoire. Et la globalité peut peut-être être aidée pour se construire par cette drôle de prophétie et de sacrement que nous appelons, tout chrétien réuni, le caractère catholique de l'Église, puisque ceci appartient au credo de l'Église indivise. Je crois en l'Église catholique,
seuls des protestants libéraux peuvent avoir l'idée de traduire catholique par universel. C'est un affaiblissement qui devient gênant aujourd'hui, à l'époque de la globalité. L'idée que chaque culture peut contribuer à partir d'elle-même, parce qu'elle est potentiellement universelle, au débat global, cette idée-là, nous la pratiquons comme catholiques, mais nous avons sans cesse besoin aussi de la réapprendre. Je vous remercie. Je pense que ce qu'Antoine disait rejoint tout à fait ce que je pense. Je suis parfaitement d'accord avec lui. La notion de succès auprès du public est cruciale dans la démocratie. C'est une valeur spirituelle. La notion de la vox populi prend ses racines dans le christianisme. C'est seulement depuis le christianisme que la démocratie a rejoint la vérité. Et c'est très significatif quand on voit Philo, le philosophe juif, qui parlait de la démocratie. Cela est important car ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut avoir ce désir de chercher la vérité, il y a des gens qui sont préoccupés par cette recherche de vérité. Parce que sinon, on ne mangerait rien. Certains doivent produire des aliments, etc. À moins d'avoir ce rôle, dans une dynamique interactive, le risque est l'avilissement de l'opinion publique. Cela peut être de suivre une mode, un spectacle séduisant. Je crois que c'est le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je ne conteste pas que la démocratie soit aujourd'hui une valeur spirituelle, mais je me demande comment nous allons la retrouver en tant que valeur spirituelle. Concernant la question des droits, je suis tout à fait d'accord avec le fait que le droit de la liberté religieuse est un droit universel et ne concerne pas simplement l'Ouest. Mon débat est assez complexe en ce qui concerne le sens et la signification des droits. Je crois qu'il ne faut pas perdre cette notion d'objectivité des droits. Il ne s'agit pas simplement d'affirmer la liberté des individus, mais ce sont des droits qui sont bons pour les individus. Car si nous ne pouvons pas choisir librement notre religion, nous ne pourrions pas vivre de façon authentique une religion. Sur les sondages, l'opinion publique, je trouve que John Milbank a avancé un argument très fort sur ce renversement et cette tentation d'aller à la remorque du dernier état de l'opinion comme une sorte de pari et de quête indéfinie de la dernière tendance qui est une maladie des démocraties modernes, il faut le reconnaître. Et en plus,
avec un perfectionnement extraordinaire. On est tombé dans la technologie et c'est la même chose que, si j'ose dire, que les hedge funds, c'est-à-dire que le meilleur institut, c'est celui qui a le mieux calculé l'inflexion d'opinion parce qu'il va accroître ses commandes, sa clientèle, etc. Il y a une espèce de course malsaine, c'est évident. Mais en même temps, c'est une réalité, on ne l'interdira pas, on ne l'effacera pas. Il y a une chose qui m'a frappé ces derniers temps par ces exercices autour de l'Observatoire Pharos, des séminaires et des débats. Je suis très frappé, et certes, ça joue... je n'ai pas été tellement présent parce que j'étais par Mons et par Vaux, mais je trouve qu'il y a une multiplication et un appétit pour le débat, je dirais, dans ce genre d'enceinte, et pas simplement à Paris, mais à travers la France, et je me suis pas mal déplacé à différentes occasions, qui est tout à fait impressionnant sur des sujets quelquefois assez austères. Il y a une demande. Et je trouve que justement, dans la pratique de la vie démocratique, il y a là un contrepoint nécessaire. Je vois dans la démultiplication des débats publics en cercle plus restreint, avec des personnes qui sont des personnes médiatiques. Et c'est vrai, quand vous êtes ou à Rennes, ou à Grenoble, ou à Nice, et que vous voyez que les gens font la queue pour venir voir X, Y ou Z, c'est parce qu'on l'a vu à la télévision et qu'on veut l'entendre. Certes, peut-être, il y a un élément de vedettariat. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a un véritable échange, il y a des interpellations, et on est en situation de petit parlement. On a vraiment un besoin de faire passer une impatience, des colères, et en même temps un va-et-vient qui est indispensable. C'est peut-être le signe d'une certaine fatigue de nos institutions, on en a parlé, mais cela m'a un peu rassuré par rapport à cette frénésie du sondage qui, quand même, il faut le dire, n'est pas rassurante. Sur les droits proprement dit, je crois qu'on se rejoint assez. J'ajouterais simplement qu'il ne s'agit pas d'affirmer les droits à tout prix. Encore une fois, dans le jeu où nous sommes aujourd'hui, promouvoir les droits de l'homme, c'est accepter le regard en face et se faire dire, je l'ai vécu par un régime quasi dictatorial, que nos prisons ne sont pas fameuses, et dire très bien, mais voilà ce qu'on fait. Ou bien que notre laïcité ou que le respect de telle ou telle religion est imparfaite, de répondre oui, mais chez nous, quand on n'est pas content, on va chez le juge. Et la jurisprudence du Conseil d'État depuis un siècle est une jurisprudence qui finalement donne toujours droit à celui qui va réclamer contre l'autorité parce que sa religion n'est pas respectée. Alors qu'ailleurs, bon, il y a peut-être encore du chemin à faire. Donc, ce débat-là est nécessaire. Simplement, ce que j'ajoute, et si j'y insiste particulièrement, c'est que aujourd'hui, dans ce monde de confrontation, vous n'avez pas d'autre dénominateur commun que vous puissiez trouver pour arriver à réguler cette sorte de compétition des identités qui se démultiplie actuellement à l'échelle planétaire et que nous ne savons pas gérer. Ça sera compliqué, mais au moins trouver un point de référence et de dire, très bien, vous dites que vous méprisez ou que on a maltraité. Quel est le point de droit ? C'est une amorce, c'est un début de discussion. C'est entrer dans un point où on se rencontre au lieu de plaider chacun pour sa vérité ultime, sa transcendance à soi et faire valoir la disqualification de l'autre. Voilà, l'outil va nous être nécessaire, non pas pour dire que nous sommes meilleurs ou parce qu'on croit qu'on a une solution toute faite, mais qu'il faudra bien avoir des points de passage. Merci beaucoup, John. Merci à John. Je suis heureux de ce que vous avez ajouté sur la vérité. Et ça m'a fait comprendre ceci, que la vérité qu'essaye de transmettre un régime démocratique particulier dans l'histoire, c'est est en coalescence ou se dit dans l'adjectif joint, libéral, social ou peut-être humaniste. Cet adjectif est mettre démocratie sans adjectif. On retrouve dans la sophistique, on est devant une réalité brute, un peu comme Emmanuel Mignon nous disait tout à l'heure pour la laïcité. La laïcité sans adjectif, c'est brut. Et les chiens de garde qui veulent imposer de ne pas mettre d'adjectif, ben c'est simplement parce qu'ils veulent qu'il y ait un flou. Et quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Il faut...
Il faut mettre un adjectif pour dire quelle est la vérité qui régule cette idée par elle-même brutale, brute et brutale. Oui. Sur le droit, je ne suis pas un spécialiste, je sais que les théologiens et les philosophes ne font pas assez de droit, et donc je suis toujours reconnaissant à ceux qui me remettent toujours devant l'ordre juridique comme un ordre de médiation. J'invoque juste deux autorités sur la question des droits de l'homme. Nous avons en France un romancier historien qui a fait pour l'époque de la monarchie absolutiste comme Walter Scott a fait pour le Moyen-Âge. C'est Alexandre Dumas. Et donc 1850, il écrit 1850 et il écrit donc un roman avant la Révolution française. Très amusant. Et il fait parler Jean-Jacques Rousseau comme un personnage du roman. Et Jean-Jacques Rousseau explique qu'est-ce que c'est la démocratie. Il dit, c'est tout le monde a des devoirs. Tout le monde a le droit d'avoir des devoirs, c'est ça. Voilà. C'est pas mal. Et mon autre autorité qui complète, c'est Emmanuel Lévinas, qui dit l'humanisme, c'est l'humanisme de l'autre homme. Voilà. Donc le droit, compris de manière purement subjective, retombe dans le paganisme, où c'est moi qui m'impose à tout le monde par mes droits, alors que théoriquement, les droits de l'homme, c'est le droit de l'autre homme. Je vous remercie chacun vraiment de votre participation. Nous allons travailler pour que les actes de ce colloque puissent être disponibles sans doute à la rentrée de septembre. Et je pense que nous relirons toutes ces contributions avec beaucoup de fruits. Encore un immense merci à chacun d'avoir payé de votre personne pour grandir sur ce chemin.